Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales en France et à travers le monde. Ici, nous décryptons et expliquons les enjeux pour vous offrir une analyse objective, transparente et sans parti pris. Aujourd'hui, on va se pencher sur un événement qui a fait l'effet d'une bombe, au sens propre comme au figuré, et qui secoue le Moyen-Orient. Pour être précis, on va parler de la frappe israélienne qui a ciblé des responsables du Hamas en plein cœur de Doha, la capitale du Qatar. C'est une affaire d'une gravité exceptionnelle, qui met en péril non seulement les négociations en cours pour une trêve à Gaza, mais aussi la stabilité de toute une région. Il est temps de détailler les mécanismes et les enjeux pour en comprendre les implications. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Le 9 septembre 2025, de puissantes explosions ont retenti à Doha. La cible, des résidences et des bureaux où se trouvaient des membres du bureau politique du Hamas. Le ministère qatari des Affaires étrangères a très vite confirmé que l'attaque visait bien des sièges résidentiels de responsables du mouvement palestinien. L'armée israélienne et le Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, n'ont pas tardé à revendiquer l'opération qu'ils ont baptisée « sommet de feu » ou « jour du jugement ». Selon eux, c'était une attaque dirigée et précise contre la direction terroriste du Hamas. Parmi les cibles, on trouve des noms importants. Khalil al-Hayya, Zahar Jabarin, Khaled Meshal, Mohamed Darwish, Moussa Abou Marzouk, Hussam Badran et Taher Nounou. En fait, ces dirigeants étaient apparemment réunis pour discuter d'une proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza. On touche là une des grandes contradictions de cette histoire. Alors que le Hamas affirme que sa délégation a survécu à la tentative d'assassinat, la frappe a quand même coûté la vie à 5 de ses membres, dont le fils de Khalil al-Hayya, Amam al-Hayya, et son directeur de cabinet, Jihad Labad. Tragiquement, un agent de sécurité qatari a aussi été tué et d'autres personnes ont été blessées. Il faut bien comprendre la nature de l'opération. L'attaque a été menée par l'armée de l'air israélienne. On parle de chasseurs F-16, F-35 ou F-15 qui auraient tiré 12 missiles depuis une distance d'environ 1800 km. Des experts estiment que ces avions auraient pu opérer depuis l'espace aérien irakien ou syrien, en utilisant des couloirs aériens civils. C'est quand même sidérant. Ça montre la volonté d'éviter l'espace aérien qatari direct, mais aussi le fait que cette frappe a eu lieu au cœur d'un quartier résidentiel. Et c'est là que la question de l'implication des États-Unis entre en jeu. Est-ce que Washington avait donné son feu vert ? Des sources, y compris au Pentagone et à la Maison-Blanche, affirment que les Américains avaient été informés à l'avance des intentions ismaéliennes. Certains analystes parlent même d'un feu vert implicite de l'administration Trump, juste après un ultimatum lancé au Hamas pour qu'il reprenne les négociations. Mais en même temps, il y a des divergences sur la notification. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a dit que le Qatar avait été prévenu à l'avance, sauf que le ministère qatari des Affaires étrangères, lui, a catégoriquement démenti, expliquant que l'appel d'un responsable américain est arrivé pendant les explosions. Et puis le président Trump lui-même a dit que Doha avait été informé après coup ou trop tard. C'est un vrai imbroglio qui montre bien la tension et le manque de clarté. La Maison-Blanche a finalement exprimé son malaise face à l'opération, reconnaissant qu'elle ne servait ni les intérêts d'Israël ni ceux des États-Unis. D'ailleurs, le président Trump a assuré à l'émir du Qatar qu'un tel incident ne se reproduirait plus. L'ambassade américaine à Doha a même ordonné le confinement de ses installations. Ça en dit long sur la gravité de la situation. Du côté du Qatar, la réaction a été d'une fureur non dissimulée. Le Premier ministre, Cheikh Mohammed ben Abdel Ramadan Attan, a qualifié l'attaque de hooliganisme politique et de terrorisme d'État. Pour lui, c'est une tentative de déstabiliser la sécurité régionale et une violation flagrante de la souveraineté du Qatar. Conséquence directe, les pourparlers de cessez-le-feu, dans lesquels le Qatar est un médiateur essentiel, ont été immédiatement suspendus. C'est un coup dur pour la diplomatie. Et puis, il y a la réaction du monde arabe. Elle a été unanime dans sa solidarité avec le Qatar. L'Arabie saoudite, par la voix de son prince héritier Mohammed ben Salman, a condamné l'agression. Les Émirats arabes unis ont souligné que la sécurité du Golfe est indivisible. Le Maroc, la Ligue arabe, l'Algérie, tout le monde a condamné cet acte. C'est une condamnation de grande ampleur qui montre bien la gravité de ce qui s'est passé. Sur la scène internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la Turquie et l'Iran ont également condamné l'attaque. Alors, passons maintenant aux implications. Parce qu'au-delà de l'événement, ce sont les conséquences qui comptent vraiment. D'abord, la médiation est complètement compromise. Le Qatar est un allié clé des États-Unis, qui ont leur plus grande base militaire de la région, la base aérienne d'Al-Udeid, et c'est un médiateur central. Cette attaque met directement en péril son rôle.
Le gel des négociations suggère qu'Israël n'est peut-être pas vraiment intéressé par une solution négociée, mais plutôt par la poursuite de ses objectifs militaires. Le Premier ministre israélien, Netanyahou, a été très clair, les leaders terroristes ne seront à l'abri nulle part. Il veut casser l'immunité politique des chefs du Hamas à l'étranger. C'est une politique qui vise à changer les règles du jeu, à isoler la direction militaire du Hamas à Gaza de ses centres de décision politique. L'attaque est perçue comme une violation flagrante du droit international. C'est un précédent dangereux qui menace la sécurité et la stabilité régionale. Ce genre de comportement imprédoit d'Israël, d'ailleurs salué par des figures extrémistes comme le ministre des Finances Bezalel Smotrich, risque d'entraîner la région dans une spirale d'instabilité. Et les répercussions ne sont pas seulement politiques, elles sont aussi économiques. Les marchés mondiaux ont été secoués, le prix du pétrole brut a augmenté d'$1, l'or, une valeur refuge, a atteint des sommets, les crypto-monnaies ont chuté. Ces fluctuations montrent à quel point l'économie mondiale est sensible aux tensions au Moyen-Orient. Cette attaque risque aussi de freiner les accords d'Abraham, notamment avec l'Arabie Saoudite, qui était une locomotive de la normalisation avant les événements du 7 octobre 2023. D'ailleurs, le prince héritier saoudien a dénoncé l'attaque comme un acte criminel. Pour conclure ce regard approfondi, la frappe israélienne à Doha est bien plus qu'une simple opération militaire. C'est un acte politique lourd de sens, une escalade sans précédent et un coup dur porté aux efforts de médiation. Les jours à venir vont être déterminants. Est-ce que les négociations pourront reprendre ? Et sous quelle forme? C'est toute la question. Quel sera l'impact à long terme sur la stabilité régionale et le respect du droit international? L'escalade actuelle menace de plonger le Moyen-Orient dans une période d'incertitude et de confrontation accrue. Ces dynamiques montrent que les enjeux dépassent le simple événement rapporté. Nous espérons que ces clés de lecture vous permettront d'affiner votre regard sur cette situation complexe. Merci d'avoir partagé ce moment d'analyse avec nous. Et à très vite pour un nouveau décryptage.